Chers élèves, bonjour. Vous êtes les bienvenus et j'espère que vous allez tous en bonne santé. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble quelques activités pour mieux consolider les connaissances de la transmission de puissance avec transformation de mouvement. Cette séance est préparée et sera présentée par moi-même, M. Zoubaïr Ben Ahmed, enseignant en génie mécanique au lycée pilote Bourguiba de Tunis, et encadré par M. l'inspecteur en génie mécanique, M. Lutfi Saïd. Au début, je vous rappelle les objectifs à atteindre. Le premier objectif, c'est l'élève doit définir les constituants d'une chaîne de transmission de mouvement. Le second, l'élève doit être capable de déterminer les caractéristiques d'une transmission. Commençons par un petit rappel sur l'analyse fonctionnelle externe de ces transmetteurs mécaniques. Donc, à travers une modélisation fonctionnelle, on va écrire maintenant la fonction globale de ces transmetteurs mécaniques. On va commencer la phrase par un verbe à l'infinitif, transmettre une puissance en transformant le mouvement. Donc, quelle doit être la matière d'œuvre entrante ici? Certainement, c'est un type ou bien une nature de mouvement. Exemple, on va transformer le mouvement de rotation en un mouvement de translation, ou inversement. On a vu aussi quelques processeurs qui peuvent assurer cette fonction technique. Premier processeur, c'est le système Vice-Écrou. On a vu aussi le système Pignon-Kremer. On a étudié un troisième processeur qui est le système à excentrique. Le quatrième processeur, c'est le système Biel-Manivelle. Enfin, on a étudié aussi le système à cam. Aujourd'hui, on va réaliser deux activités. La première activité, c'est un mécanisme de serrage. La deuxième activité, ce sera la poupée mobile de tour. Commençons par la première activité, le mécanisme de serrage. Présentation du système. La translation de la crémaillère 4 solidaire de la tige du vérin hydraulique 16 entraîne au mouvement de rotation l'engrenage formé par les roues dentées 2 et 3. La rotation du pignon arbré 3 permet d'appliquer le profilé, ou bien la barre, contre le mort fixe 7 grâce au tampon 5. Le serrage de la barre est assuré par l'excentrique 6 contre le mort fixe 7. Passons au graphe des mouvements. Donc, le mouvement d'entrée ici, c'est la translation de la crémaillère 4. Bien sûr, à travers le système pignon-crémaillère, on va transformer le mouvement de cette translation en un mouvement de rotation du pignon arbré 3. Donc, la rotation du pignon arbré 3, il va provoquer, comme vous voyez, l'existence de la douille 21 qui possède un taraudage, le pignon arbré qui possède un filetage. Donc, certainement, la liaison ici, c'est une liaison hélicoïdale et on aura une transformation de mouvement. C'est le système Vice-Écrou qui va transformer le mouvement de rotation du pignon 3 en translation de la douille 21 qui va appliquer la barre contre le mort fixe à travers notre effecteur ici, c'est le tampon 5 et en même temps à travers le ressort 20. En même temps, cette rotation du pignon arbré va provoquer à travers l'engrenage la rotation de la roue dentée 2 qui à son tour elle va faire pivoter la roue excentrée puisqu'on a une liaison encastrement à travers la clavette disque, l'écrou et la rondelle d'appui. Cette rotation, puisqu'on a une roue excentrée, donc certainement, on va réaliser le serrage vertical de la barre. Travail de modé, en se référant au dessin d'ensemble du mécanisme de serrage, on va faire une analyse fonctionnelle maintenant. Vous allez compléter le diagramme FAST descriptif relatif à la fonction principale FP en indiquant les fonctions techniques et les processeurs manquants. La fonction principale, assurer la mise en position transversale et le serrage vertical de la barre. Commençons par la fonction technique FT1. On a ici la fonction technique, la première fonction technique, on va convertir l'énergie hydraulique en énergie mécanique de translation. Comme vous voyez, le processeur qui va faire cette tâche-là, certainement c'est notre actionneur.
c'est le vérin C1. Passons à la deuxième fonction technique ft2. On a l'élément qui va assurer cette fonction, c'est le guide 10. Vous voyez sur le dessin d'ensemble, ce guide 10 qui est solidaire au corps 1, il va guider en translation la crémaillère 4 et donc on peut dire que le guide 10, sa fonction c'est guider en translation la crémaillère 4 par rapport au corps 1. Passons à la fonction technique ft3. Cette fonction, elle va transformer le mouvement de translation de la tige du vérin en un mouvement de rotation de l'arbre 3. Donc il y aura une transformation, comme vous voyez sur le dessin d'ensemble, le pignon et la crémaillère qui vont transformer ce mouvement. Donc notre processeur ici, c'est le pignon et la crémaillère 4, 3. Passons à la fonction technique ft4. Notre composant pour cette fonction, c'est le coussinet 17. Comme vous voyez sur le dessin d'ensemble, le coussinet à collerette 17, certainement, son rôle, c'est de guider en rotation le pignon arbré 3. Passons à la fonction technique ft5. Mettre en position la barre et l'appliquer contre le morphe X suivant l'axe OX. Première fonction technique, ft51, transformer le mouvement de rotation du pignon arbré 3 en translation de la douille 21. Cette fonction, donc, c'est une fonction de transformation de mouvement. Comme vous voyez ici, cette transformation est réalisée par le système vis-écrou 321. Passons à la fonction technique ft52, qui va être assurée par la clavette parallèle 19. Comme vous voyez sur le dessin d'ensemble, cette clavette, elle va éliminer la rotation relative de la douille par rapport au corps, ou bien on dit guider en translation la douille 21 par rapport au corps 1. Donc on peut écrire éliminer la rotation de la douille 21 par rapport au corps 1, ou bien guider en translation la douille 21 par rapport au corps 1. Passons à la fonction technique ft53. Appliquer progressivement la barre contre le morphe X 7 suivant l'axe OX. Notre facteur ici, c'est le tampon 5. Donc, on va assurer cette fonction à travers le ressort 20 et le tampon 5. Passons maintenant à la fonction technique ft6. Assurer un serrage vertical de la barre suivant l'axe OY. Vous voyez le cheminement du serrage. La fonction technique ft61. Transmettre le mouvement de rotation à l'arbre 2 en adaptant la puissance. Donc, cette transmission est garantie à travers l'engrenage 3, 2. Passons à la fonction technique ft62. Les composants qui vont assurer cette fonction sont les deux coussinets 11. Comme vous voyez sur le dessin d'ensemble, ces coussinets à collerette, leur rôle c'est de guider en rotation l'arbre 2 par rapport au corps 1 bien sûr. Passons à la fonction technique ft63, lier complètement la roue excentricis à l'arbre 2. Si on dit lier complètement, c'est-à-dire la liaison encastrement. Vous voyez sur le dessin d'ensemble, cette liaison encastrement est assurée par l'existence d'un épaulement à gauche, d'une clavette disque 12, l'écrou 14 et la rondelle d'appui 13. Donc nos processeurs sont la clavette disque 12, la rondelle d'appui 13 et l'écrou 14. Passons à une autre analyse, l'analyse structurelle, repérée par les mêmes repères du dessin d'ensemble, la vue en 3D du mécanisme de serrage. Commençons par la première pièce. Vous voyez ici, à droite, la première pièce qui a une liaison complète avec la semelle 8 à travers les vis 15. Cette pièce-là, c'est le morphe X 7. Passons à la deuxième pièce ici qui a une forme hexagonale. Vous voyez dans le dessin d'ensemble, c'est un schéma habitué, c'est le schéma d'un écrou hexagonal, donc c'est la pièce 14. Passons maintenant à la troisième pièce. Ici, la pièce cylindrique grise qui possède un alésage désaxé par rapport à son axe de symétrie. Certainement, c'est la roue excentrée 6. Ensuite, la pièce bleue, ici la pièce, si vous voulez, qui appartient au bâti, c'est le corps 1.
Ensuite, cette roue qui possède plusieurs dents, c'est la roue dentée de repère 2. Ensuite, on va continuer par une autre roue, mais un peu plus petite, qui s'appelle le pignon. Notre pignon ici, c'est le repère 3. Ensuite, on a une pièce prismatique qui possède des dentures rectilignes et qui s'appelle la crémaillère. Donc, notre crémaillère ici, c'est le repère 4. Continuons avec d'autres pièces. Vous voyez ici la pièce en bleu à droite qui, en lisant encastrement avec le corps 1, et qui va, son rôle, c'est de guider, si vous voulez, la crémaillère 4, en même temps guider en translation la crémaillère 4, et guider en rotation en même temps le pignon arbré 3. Cette pièce-là s'appelle le guide. Notre guide ici, c'est de repère 10. Passons à l'autre pièce, c'est la pièce cylindrique ici. Vous voyez la pièce intercalée entre le guide et le pignon arbré. C'est qui a des hachures d'un alliage de cuivre, certainement, donc c'est un coussinet, c'est le coussinet 17. Ensuite, on va numéroter cette pièce-là. Certainement, c'est notre actionneur ici. C'est notre vérin C1 qui a le repère 16. Enfin, on a une pièce cylindrique à l'intérieur du mécanisme qui possède ici un taraudage où se loge le pignon arbré 3 qui possède un filetage. Donc, la liaison, certainement, c'est une liaison hélicoïdale. Donc, on a une transformation de mouvement dans ce cas. En tout cas, la pièce 21, c'est la douille 21 ou bien l'écrou 21. Passons à la détermination des classes d'équivalence cinématique. On commence par la classe A. Ici, on va la colorer en rouge. La classe A qui se compose de la pièce numéro 1, ici le corps 1. Mais vous voyez l'existence des vis qui vont assurer la liaison encastrement entre la semelle 8, le morphix 7. On a aussi la liaison encastrement du guide 10 avec le corps. Donc, généralement, la classe d'équivalence en rouge ici, c'est la classe A qui possède les repères 1, 7, 8, 10, 11, 15 et 17. La classe B, ici de couleur violet, se compose de la pièce 4, qui est la crémaillère. Mais la crémaillère 4, elle est toute seule. On passe à la classe C, la classe verte. C'est la classe qui se compose du pignon 3. Bien sûr, on a l'anneau élastique pour arbre 18, seulement avec cette pièce-là. Donc 3 et 18 seulement. La classe D, c'est une classe qui se compose de la douille 21. Et vous voyez ici l'existence de la clavette, normalement montée forcée avec la douille. Donc la liaison encastrement entre la liaison entre la clavette et la douille, certainement c'est une liaison encastrement, donc forme la même classe d'équivalence cinématique 21 avec 19. La classe E, ici, c'est la classe couleur bleue qui se compose de la pièce 2. Vous voyez, on a une liaison encastrement à travers une clavette disque, l'écrou, la rondelle d'appui 14. Donc, toutes les pièces sont 2, 12, 6, 13 et 14 forment la même classe d'équivalence cinématique E. Et enfin, la classe cinématique F, ici représentée ou bien colorée en rose, c'est la pièce 5. La pièce 5 ici, elle est toute seule. On va maintenant compléter le graphe des liaisons. Commençons par la liaison entre la classe A et la classe B, entre la classe rouge et la classe violet. Vous voyez, ici, on a un guidage en translation, donc certainement la liaison entre 4 et entre la classe B et la classe A, c'est une liaison glissière suivant l'axe Z. Passons à la liaison entre la classe A et la classe C, la classe rouge et la classe verte. L'existence du coussinet, si vous voulez, du coussinet à collerette, nous donne une idée, certainement c'est une liaison pivot autour de l'axe X. La liaison entre la classe A et la classe D, la classe rouge et la classe jaune, l'existence de la clavette nous donne une idée sur la liaison, c'est une liaison glissière.
suivant l'axe X bien sûr. Donc, maintenant, on va identifier la liaison entre la classe A et la classe E, entre la classe rouge et la classe bleue. L'existence des deux coussinets 11 nous donne une information sur cette liaison. Certainement, c'est une liaison pivot autour de l'axe X. Maintenant, on va réaliser quelle doit être la liaison entre la classe A et la classe F. Pas de contact, donc pas de liaison. On va maintenant identifier la liaison entre la classe B et la classe C, c'est-à-dire entre la classe violet et la classe verte. On a un système pignon-crémaire, donc il y aura un engrainement entre les dents. Donc cette liaison, c'est une liaison linéaire rectiligne et la transmission se fait par le système pignon-crémaire. Donc la liaison est une liaison linéaire rectiligne et la transmission s'appelle transmission par pignon-crémaire. Passons à la liaison maintenant entre B et D. Il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de contact, donc il n'y a pas de liaison. Entre B et E, pas de contact, donc pas de liaison. Entre B et F, pas de contact, pas de liaison. Passons maintenant à la liaison entre la classe C et la classe D, entre la classe verte et la classe jaune. Vous voyez l'existence d'un filetage logé dans un taraudage. Cette liaison, certainement, c'est une liaison hélicoïdale suivant l'axe X. Entre la classe C maintenant et la classe E, entre la classe verte et la classe bleue, vous voyez l'existence d'un engrainement, un engrenage. Donc l'engrenage, la liaison entre les dents, c'est une liaison linéaire rectiligne, mais la transmission s'appelle transmission par engrenage. Passons à la liaison entre la classe C et la classe F. On n'a pas de contact, donc pas de liaison. Passons à la liaison entre la classe D et la classe E, entre la classe jaune et la classe bleue. Il n'y a pas de contact, donc il n'y a pas de liaison. Enfin, on va représenter la liaison on va identifier, si vous voulez, la liaison entre la classe D et la classe F, entre la classe jaune et la classe rose. On a un alésage logé dont le tampon 5 est logé dans cet alésage. Il n'y a pas de liaison en rotation, donc c'est une liaison pivot-glissant suivant l'axe X. On va compléter maintenant le schéma cinématique. Tout d'abord, je vais utiliser les mêmes couleurs. La couleur A en rouge, la classe A en rouge, la classe B en violet, la classe C en vert, la classe D en jaune, la classe E en bleu et enfin la classe F en rose. Donc on va compléter la première liaison par les symboles normalisés des liaisons. Premièrement, la liaison entre la classe C et la classe A. Cette liaison, on indique que c'est une liaison pivot. Le symbole normalisé de la liaison pivot, un rectangle avec les deux obstacles à droite et à gauche. Passons à la liaison entre la classe D et la classe C. On a dit que c'est une liaison hélicoïdale. Donc, on va représenter le symbole de la liaison hélicoïdale. Le symbole normalisé de la liaison hélicoïdale, c'est un rectangle avec une sinusoïde à l'intérieur. Passons à la liaison entre la classe D et la classe A. On a dit l'existence de la clavette provoque le guidage en translation, donc c'est une liaison glissière. On va représenter le symbole normalisé de la liaison glissière. Ensuite, la liaison entre la classe D et la classe F. On a dit que c'est une liaison pivot-glissant. Je vais représenter maintenant le symbole normalisé de la liaison pivot-glissant. Ensuite, la classe E et la classe A, on a deux coussinets, donc on a un guidage en rotation. Certainement, c'est une liaison pivot suivant l'axe X. On va représenter ce symbole normalisé. Et enfin, la liaison entre, si vous voulez, l'arbre 2 et la roue excentrée 6, ce sont deux éléments qui appartiennent à la même classe, donc certainement c'est une liaison encastrement. Passons à une autre étude, étude cinématique. On vous donne la vitesse de translation de la tige du vérin est égale à 1 mètre par seconde. Le nombre de dents du pignon, Z3 est égal à 25 dents, son module et M est égal à 2 mm. Le nombre de dents de la roue 2, Z2 est égal à 40 dents. La douille 21 possède un taraudage à 2 filets, de pas apparent est égal à 1,5 mm. L'hypothèse, on suppose que la roue excentrée 6 fait un angle alpha 6 égale 135 degrés.
entre la position initiale et la position de serrage de la barre suivant l'axe OY. Première question, déterminer l'angle alpha 3 que doit effectuer le pignon arbré 3. Donc, c'est-à-dire, on a la roue excentrée, elle va pivoter d'un angle dit alpha 6, qui est égal à 135 degrés. En radian est égal à 3 pi sur 4 radians. On va chercher maintenant l'angle que va faire le pignon arbré 3. Donc, en réalité, la roue excentrée 6 a une liaison encastrement avec la roue arbrée 2. Donc, certainement, l'angle effectué par la roue excentrée 6, c'est le même angle qui va faire la roue dans T2. Cet angle-là, alpha 2 est égal à alpha 6, est égal à 135 degrés, qui est égal à 3 pi sur 4 radians. En fait, le point M2 va changer de position, donc on aura un arc, le pivotement, ça sera un arc M2, M0. Cet arc au primitif M2, M0, on peut le calculer suivant, en fonction du rayon et en fonction de cet angle. Donc on peut dire que M2, M0, l'arc M2, M0 est égal le rayon multiplié par l'angle, cet angle doit être en radian bien sûr, R2 fois alpha 2. En ce moment, le point M0 appartenant au pignon 3 va changer de position et il va parcourir, si vous voulez, vous voyez la trajectoire de M3, donc un arc qui est égal R3 fois alpha 3. Donc, résumons, l'arc au primitif M2, M0 est égal R2 fois alpha 2, mais en même temps qui est égal à M0, M3, l'arc M0, M3, qui est égal à R3 fois alpha 3. Donc notre inconnu c'est l'angle alpha 3. On peut le déduire, est égal à alpha 2 fois R2 sur R3. Avec R2 est égal à le module fois le nombre de dents divisé par 2. Donc MZ2, alpha 2 fois MZ2 sur 2 divisé par MZ3 sur 3, on peut simplifier par M sur 2. Donc on peut déduire que l'angle alpha 3 est égal à alpha 2 fois Z2 sur Z3. Ce qui nous donne alpha 3 est égal à 135 degrés fois 40 sur 25, qui est égal à 216 degrés, alpha en degrés, ou bien on peut déduire alpha en radians est égal, alpha 3 est égal à 3 pi sur 4 radians fois 40 sur 25, on trouve alpha 3 est égal à 1,2 pi radian. On va passer à une étude du système pignon-Crémer, à l'étude du système pignon-Crémer. À partir de l'angle effectué par le pignon arbré 3 trouvé, déduire la course C4 de la Crémer 4. Je vous rappelle maintenant la relation entre la course et le rayon du pignon. Vous savez que le rayon primitif R est égal à D sur 2, qui est égal à M fois Z sur 2. Et l'angle effectué par le pignon, appelé alpha, peut être un secteur où un nombre de tours doit être exprimé en radians, et qu'un tour, bien sûr, vaut 2 pi radians. Donc, on peut déduire que la course C est égale ce rayon, le rayon du pignon, bien sûr, multiplié par l'angle effectué par le pignon, et bien sûr, alpha doit être en radians. Donc, la course C est égale à R fois alpha, qui est égal à D sur 2 fois alpha, qui est égal à MZ sur 2 fois alpha. Donc, dans notre cas, la course que va faire la Crémer 4 est égale le rayon du pignon 3 multiplié par l'angle effectué par ce pignon 3, R3 fois alpha 3. Bien sûr, à condition que alpha 3 doit être en radians. Le rayon est égal à M fois Z3 sur 2. Donc, on a dit que la course, c'est le rayon multiplié par alpha, donc MZ3 sur 2 fois alpha 3, qui est égal 2 fois 25 divisé par 2, multiplié par 1,2 pi radian, et non pas 216 degrés. Donc, on va trouver 30 pi, réellement, on va trouver 94,25 mm. Passons maintenant au calcul du nombre de dents minimales que doit porter la Crémer. On va, si vous voulez, on va construire cette Crémer à partir des données. On vous rappelle que pour qu'il y aura un engrainement, il faut que le module et le pas de la Crémer soient les mêmes que ceux du pignon. Et le pas de la Crémer est égal
fois le module m. Donc, la course C, si vous voulez, est que la longueur de la crémaillère est égale le pas de la crémaillère multiplié par le nombre de dents de la crémaillère, qui doit être supérieur ou égal à la course minimale proposée par le cahier de charge fonctionnel. Donc, on peut commencer par cette condition. La longueur de la crémaillère L4 doit être supérieure ou égale à la course effectuée par la crémaillère. Donc, on peut déduire que le pas fois le nombre de dents de la crémaillère soit supérieur à la course C4. Donc, je peux déduire que Z4 est supérieur à la course divisée par le pas. Donc, Z4 supérieur ou égal C4 divisé par πm. Cela implique que le nombre de dents de la crémaillère soit supérieur ou égal à 30 pi divisé par 2pi. Je peux simplifier par pi, donc je vais trouver Z4 soit supérieur ou égal à 15 dents, donc on peut tirer que le nombre de dents minimal est égal à 15 dents. Passons à l'étude du système Vici-Écrou. Premièrement, calculer la vitesse angulaire du pignon 3. Donc, on a vu que la relation entre la vitesse linéaire de la crémaillère et la vitesse angulaire du pignon, on sait que la vitesse V4 est égale le rayon R3 multiplié par la vitesse angulaire ω3. Donc, je peux déduire que la vitesse angulaire du pignon 3 est égale la vitesse linéaire de la crémaillère divisée par le rayon du pignon. Donc, est égale la vitesse V4 divisée par mz3 sur 2, ou bien je peux l'écrire 2V4 sur mz3. Bien sûr, avec la vitesse est égale à 1 mètre par seconde, c'est-à-dire est égale à 1 mètre fois 10 puissance 3. 1 mètre vaut 10 puissance 3 mm. Donc, c'est pour cela qu'on a écrit ω3 est égal à 2 fois 1 fois 10 puissance 3 divisé par 2 fois 25. Donc, je vais trouver que la vitesse angulaire du pignon 3 vaut exactement 40 radians par seconde. Passons à la deuxième question, déduire alors sa vitesse de rotation. Quelle doit être la relation entre la vitesse de rotation et la vitesse angulaire? La vitesse en rotation, son unité doit être en tours par minute. La vitesse angulaire est exprimée en radians par seconde. Donc, certainement, la vitesse angulaire ω3 est égale à 2π fois la vitesse de rotation divisée par 60. Donc, 2π n3 sur 60, je peux tirer donc la vitesse de rotation n3 est égale 30 fois ω divisé 30 ω3 fois divisé par π, pardon. Donc, la vitesse de rotation n3 vaut 30 fois 40 divisé par π qui est égal 1200 sur π qui est égal 381,97. Quelle doit être l'unité de la vitesse de rotation? Certainement, on a dit, c'est le tour par minute. Passons au calcul de la vitesse de rotation de l'arbre 2. Donc, vous voyez, entre le pignon et la roue, on a un engrainement ici. Et le pignon est plus petit que la roue. Donc certainement, on aura un rapport de vitesse. Ce rapport est exprimé en, si vous voulez, ce rapport, c'est le rapport des vitesses ou bien même le rapport de nombre de dents. Donc on peut tirer que le rapport entre 3 et 2 vaut la vitesse de sortie divisée par la vitesse de rotation de la sortie divisée par la vitesse de rotation de l'entrée, qui est égal le nombre de dents de la roue menante divisé par le nombre de dents de la roue menée. Donc, on peut tirer N2, la vitesse de rotation de la roue dentée 2, est égal Z3 divisé par Z2 multiplié par la vitesse de rotation du pignon 3. Donc, on peut déduire que la vitesse de rotation vaut 25 sur 40 fois 381,97, qui est égal 238,73. Quelle doit être l'unité de la vitesse de rotation de la roue dentée 2? C'est une vitesse de rotation, donc certainement c'est le tour par minute. Passons à la quatrième question. On va déduire la vitesse angulaire. La vitesse angulaire de la roue dentée 2. On a trouvé la vitesse de rotation, la relation entre la vitesse de rotation et la vitesse angulaire, comme d'habitude, ω2 est égal à 2π n2 sur 60. Donc, je peux déduire que n2 est égal pi multiplié par,
pardon, toujours oméga 2 est égal à pi fois 238,73 divisé par 30, qui est égal à 25. Quelle doit être l'unité de la vitesse angulaire? Toujours, la vitesse angulaire doit être exprimée en radians par seconde. Passons à la cinquième question. Complétez le tableau ci-dessous pour identifier le mouvement de 3 et 21. Tout d'abord, je dois identifier le pignon 3 ici. Il possède un filetage à l'extrémité, donc certainement c'est une vis. La douille 21 possède un taraudage, donc certainement c'est l'écrou ici. Je vous rappelle maintenant les solutions technologiques, les 4 solutions technologiques si vous voulez, entre la vis et l'écrou, les mouvements possibles entre la vis et l'écrou. Commençons par le premier cas. Si on bloque la rotation et la translation de l'écrou, on constate que la vis peut faire la rotation et la translation en même temps. Passons au deuxième cas. Le deuxième cas, on va bloquer la rotation de la vis et on bloque la translation de l'écrou. Qu'est-ce que vous allez constater? On constate que la rotation de l'écrou provoque la translation de la vis. Passons au troisième cas. Le troisième cas ici, on va bloquer la translation de la vis, on bloque la rotation de l'écrou, on constate que la rotation de la vis provoque la translation de l'écrou. Finalement, le quatrième cas, on va bloquer la rotation et la translation de la vis. On constate que l'écrou peut faire les deux mouvements en même temps, la rotation et la translation. Dans notre cas, quel doit être le cas adéquat? Certainement, c'est le troisième cas. La vis peut faire la rotation et l'écrou peut faire la translation. Sixième question, déterminer la vitesse de translation de la douille 21 en mètres par seconde. Donc, je vous rappelle que pour une vis à un seul filet, le pas réel est égal le pas apparent. Et pour une vis à plusieurs filets, le pas réel est égal à le nombre de filets multiplié par le pas apparent. Et le déplacement, qui s'appelle aussi course, la course C est égal le nombre de tours effectués multiplié par le pas réel, qui est égal le nombre de tours multiplié par le nombre de filets fois le pas apparent. Donc la vitesse de déplacement, la vitesse V, est égale la vitesse de rotation multipliée par le pas réel. Ou bien sûr, la vitesse de rotation fois le nombre de filets fois le pas apparent. Donc, dans notre cas, on doit chercher la vitesse de la douille 21 qui joue le rôle de l'écrou. Cette vitesse a une relation avec la vitesse de rotation du pignon arbré 3. Elle est en relation aussi avec le pas réel du pignon arbré de la vis. Donc, je peux déduire que V21, la vitesse de la douille 21, est égale à la vitesse de rotation du pignon arbré 3 multipliée par le pas réel. Donc, ou bien la vitesse de rotation 3 fois le pas apparent, puisqu'on vous a donné le pas apparent et non pas le pas réel, multiplié par le nombre de filets. Donc, après tout calcul fait, on va trouver la vitesse V21 est égale à 1145,9. Mais méfiez-vous, on doit donner l'unité adéquate. On a la vitesse de rotation 1,3 en tours par minute. Le pas apparent en millimètres. Donc certainement, la vitesse V21, ça va être exprimé en millimètres par minute et non pas mètres par seconde. Donc, je dois écrire 1145,9 mm par minute. Maintenant, on doit convertir cette unité en mètres par seconde, puisque les données, on a demandé la vitesse doit être exprimée en mètres par seconde. Donc, 1 mm vaut 10 puissance moins 3 mètres, 1 minute vaut 60 secondes, donc certainement je dois multiplier cette valeur par 10 puissance moins 3 et je vais la diviser par 60. Donc, après tout calcul fait, on va trouver la vitesse de la douille 21, soit 0,019 mètres par seconde. Passons à la deuxième activité, la poupée mobile de tour.
présentation du système. Le dessin d'ensemble ci-contre représente une poupée mobile de tour. Elle sert essentiellement à maintenir les pièces longues à usiner, comme le montage mixte, montage entre pointes, etc. Supporter un mandrin de perçage pour faire des opérations de centrage, de perçage, etc. Ou bien centrer l'outil de coupe. Premièrement, on va faire une analyse structurelle. Compléter les classes d'équivalence cinématique ci-dessous par les repères suivants. 3, 4, 5, 7, etc. Les classes d'équivalence cinématique, on va commencer par la classe A, qui se compose de la pièce numéro 2. Vous voyez, la pièce numéro 2 ici, c'est la semelle, qui est représentée, qui est colorée en rouge. Cette semelle a une liaison encastrement à travers l'ardent droit, avec le corps 4, et l'existence de la clavette à ergot aussi 5, et le palier 15 sont les éléments qui participent ou bien qui appartiennent à la même classe A. Donc, on a 2, 3, 4, 5 et 15. Passons à la classe B, la classe bleue. L'existence de la pointe 6. Si vous voulez loger dans un alésage conique, on a un coincement, donc c'est une liaison encastrement avec le fourreau 7. Et le fourreau 7 a une liaison encastrement avec l'écrou spécial 11 à travers les vis 12. Donc, je peux colorer cette classe en bleu qui se compose de la pièce 6, 7, 11 et 12. Passons à la classe verte, la classe C, la classe qui se compose du volant 18. Certainement, avec ce volant, on a la manette 24, la tige filetée, si vous voulez, ou bien la vis de manœuvre 27 et la goupille 22. Donc, on peut compléter cette classe par les repères 18, 22, 24 et 27. Passons maintenant au schéma cinématique. On va compléter le schéma cinématique. Première liaison entre la classe C et la classe A, entre la classe verte et la classe rouge. Vous voyez sur le dessin d'ensemble l'existence du palier 15. On a un épaulement à gauche dans la vis de manœuvre, on a une goupille et le volant à droite. Donc, la vis de manœuvre peut faire la rotation, mais il ne peut pas faire la translation. Donc, certainement, c'est la liaison pivot qui se représente sous ce symbole normalisé. Passons à la liaison entre la classe C et la classe B, la classe verte et la classe bleue. Vous voyez ici l'existence d'un écrou spécial, l'écrou spécial 11. Donc, on a un taraudage et un filetage. Cette liaison, c'est sûr, c'est une liaison hélicoïdale suivant l'axe X. Passons à la liaison entre la classe B et la classe A, entre la classe bleue et la classe rouge. Vous voyez sur le dessin d'ensemble l'existence d'une clavette à ergot. Et on sait que la clavette à ergot élimine la rotation relative du fourreau par rapport au corps. Donc, le mouvement de translation est possible. Donc, certainement, la liaison ici, c'est une liaison glissière qui se représente sous le symbole normalisé, celui-là. Étude du système excentrique. Donc, on va faire quelques activités. Tout d'abord, on va débloquer le levier 13 et on va pousser le mobile par rapport au banc 1. Qu'est-ce que vous allez constater? Vous allez constater que la poupée peut translater. Deuxième action, on va bloquer le levier 13 et on va pousser la poupée mobile par rapport au banc 1. Vous allez constater que la poupée ne peut plus translater. Donc, comment est assuré le blocage de la poupée mobile par rapport au banc 1? Vous voyez, l'action du levier 13 entraîne la rotation de l'axe à excentrique 23, ce qui provoque la translation du tirant 28 vers le haut. Alors, l'écrou spécial 29 et la bride 30 viennent frotter contre le banc 1 pour freiner la poupée mobile. Donc, le freinage, ça sera à travers le frottement entre la bride 30 et le banc 1. D'après le dessin d'ensemble, à l'échelle 1/4,
vous allez calculer la course du tyran 28. Comment calculer la course? Tout d'abord, je dois relever la valeur de l'excentricité E. On va mesurer avec une règle la distance entre les deux axes. On trouve E est égal à 1. On trouve E est égal à 1 mm. Mais 1, ici, le dessin, il est représenté à l'échelle 1 quart. Donc, méfiez-vous, E n'est pas égal à 1 mm. En réalité, je dois multiplier par l'inverse de l'échelle. C'est-à-dire, E doit être multiplié par 4. On va trouver E est égal à 4 mm. Comment on va déduire la course alors? Vous voyez que la roue excentrée, si vous voulez, elle va faire un pivotement de 180 degrés. Donc, la course, en réalité, est égale à 2 fois l'excentricité. Donc, à partir de l'excentricité, je peux déduire que la course C est égale à 2 fois E, qui est égale à 8 mm. Conclusion, la rotation continue de la pièce excentrée provoque la translation alternative de la pièce en contact avec elle, comme poussoir ou suiveur, etc. Soit E, la valeur de l'excentricité, alors la course C est égale 2 fois l'excentricité E. Comme vous voyez l'animation devant vous, faites attention, le contact entre le poussoir et la pièce excentrée engendre un frottement important. C'est pour cela qu'on doit remédier à ce phénomène. On doit interposer un élément roulant, comme un galet ou un petit roulement. Donc, on peut changer ainsi le frottement de glissement par un frottement de roulement. Donc, on va diminuer nettement le frottement, on va augmenter le rendement, et comme ça, on va gagner de l'énergie. Chers élèves, on a terminé la séance d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne révision, une excellente réussite. À bientôt et au revoir.